la médecine thermale, une médecine scientifique. Alors, quelle est la définition de la médecine thermale? Je l'ai empruntée à Christian Hérisson. Pas trouvé meilleure, effectivement, définition que celle-là. Dans un article qui a été dans une publication très récente. La médecine thermale peut se définir comme une intervention thermale thérapeutique complexe qui s'applique surtout à des pathologies chroniques et qui est prescrite par des médecins et réalisée par des médecins. C'est une médecine scientifique basée sur des données physiologiques, biologiques et cliniques. C'est une médecine qui repose sur des bases scientifiques. Autrefois, ces bases scientifiques reposaient surtout sur l'observation, avec des publications de cas cliniques isolés, puis des séries rétrospectives de cas cliniques, et puis aujourd'hui, qui repose sur des bases scientifiques liées à l'expérimentation, avec une hydrologie expérimentale qui existait déjà lors du siècle dernier, expérimentation chez l'animal, et là, plus actuellement, des travaux in vitro sur le soufre, sur les propriétés du soufre ou d'autres éléments de la thérapeutique. Et puis surtout, une expérimentation clinique avec, au départ, de simples études prospectives non comparatives, puis des études prospectives comparatives, et puis maintenant, depuis une trentaine d'années, des essais cliniques comparatifs randomisés qui permettent de répondre à l'exigence de la médecine basée sur les preuves, dite evidence-based medicine. Et on voit l'apparition de ces dernières années même de méta-analyses de ces essais cliniques randomisés, notamment en rhumatologie. Alors, l'évaluation moderne du thérapeutique repose un socle sur les sciences fondamentales, sur les études in vitro, sur la recherche sur l'animal, et puis ensuite sur les case reports, le report de cas, et puis tout en haut de la pyramide, les essais cliniques randomisés qui, effectivement, sont très importants, et les revues systématiques et les méta-analyses d'essais cliniques randomisés. Dans le thermalisme, nous avons quelques publications qui concernent la recherche en laboratoire ou la recherche sur l'animal, et nous avons en revanche beaucoup de publications qui concernent les essais cliniques randomisés, notamment en rhumatologie, et avec quelques méta-analyses. Alors, le thermalisme est une thérapeutique difficile à évaluer, qui ne peut s'évaluer comme une simple molécule médicamenteuse, car, nous l'avons dit, c'est une intervention thérapeutique multimodale complexe, où interviennent à la fois les effets de l'eau thermale et de ses produits dérivés, les boues, les vapeurs, les gaz, avec des effets qui sont liés à la composition chimique, des effets liés aux propriétés physiques, notamment la chaleur en rhumatologie, effets des techniques des soins associés, l'effet de la balnéation, de la mobilisation en piscine, des douches, des massages, effets liés également aux conditions de la cure, avec un effet certainement chronobiologique lié à la répétition quotidienne des soins pendant 3 semaines, au repos physique et moral qui associe et qui est observé par les curistes pendant la cure thermale, également à la dynamique de groupe, et également sur l'information et l'éducation du patient qui se développe de plus en plus dans nos stations thermales. Alors, je vous parlerai, je suis rhumatologue, donc je vous parlerai surtout de la rhumatologie, pour vous dire qu'une recherche expérimentale moderne sur les mécanismes d'action potentiels des agents thermaux existe, avec des publications récentes, avec notamment des études in vitro, des publications sur des études in vitro sur les cellules chondrocytaires et synoviales et sur les effets notamment du soufre ou de l'hyperthermie sur les voies de signalisation et de transcription intracellulaire régulant la synthèse des molécules médiatrices de l'inflammation, ce qui est un élément très important. Et là, il y a une recherche très active qui est menée dans les pays étrangers, pas en France, surtout par des Espagnols et des Autrichiens qui publient beaucoup sur ces éléments-là et qui sont très importants pour comprendre un petit peu les mécanismes d'action des traitements thermaux. Il existe également une expérimentation chez l'animal, qui est surtout le fait des Italiens, avec des publications qui concernent l'effet de la boue thermale soufrée dans l'arthrose expérimentale de la souris,
ou une publication qui concernait l'effet de la boue chlorosodée sur l'inflammation et la production de TNF-alpha et d'IL-1-bêta dans l'arthrite adjuvant du rat. Donc vous voyez, une recherche fondamentale qui existe et qui continue à publier. Mais l'effort essentiel actuel de la recherche porte sur l'évaluation de l'efficacité clinique du thermalisme, avec, comme nous l'avons dit, les essais cliniques randomisés qui répondent au mieux aux exigences de la médecine basée sur les preuves, en sachant qu'il y a une grande hétérogénéité de la qualité méthodologique de ces essais publiés en médecine thermale. Très variable, parce que tout dépend de ce qu'on évalue. Est-ce qu'on évalue la nature de l'intervention thermale? Évalue-t-on simplement l'eau thermale qu'on compare à l'eau du robinet? Et en rhumatologie, nous avons une dizaine de publications d'essais cliniques randomisés concernant l'évaluation de ce type, comparant eau thermale versus eau du robinet, des populations recrutées, du nombre de patients inclus. Malheureusement, un grand nombre d'essais randomisés comportent trop peu de nombre de patients inclus, ce qui leur donne peu de puissance statistique. L'insu de l'évaluateur qui est toujours possible, l'insu du patient qui est possible que pour l'évaluation de l'eau ou de la boue thermale versus une intervention contrôle identique. Il faut des critères de jugement un critère de jugement principal qui soit valide et pertinent, le moins possible de patients sortis d'essais ou de perdus de vue, des analyses statistiques en intention de traiter, des tests statistiques valides évaluant l'évolution entre les groupes, et enfin des évaluations d'un effet thérapeutique à moyen et long terme, puisque la thérapeutique thermale s'adresse aux patients douloureux, en rhumatologie notamment, et même dans les autres spécialités aux patients douloureux chroniques. Et ce qu'on cherche à mesurer, c'est pas l'effet juste au moment de la cure thermale, mais à distance, bien entendu. Alors, j'ai fait un petit listing des essais cliniques randomisés thermaux publiés en langue anglaise dans des revues internationales. J'en ai compté au total 110. On entend parler du fait que la médecine thermale n'est pas évaluée, qu'il n'y a pas d'essais. Il y a des niveaux de preuves qui existent, qui sont importants. Alors certes, c'est surtout la rhumatologie, mais vous en avez également en dermatologie, voie respiratoire, phlébologie, pathologie artérielle, maladie métabolique, psychiatrie, gynécologie, neurologie, et vous avez également l'essai de la FRET sur les patientes qui sont en cancer du sein en rémission. Donc vraiment, beaucoup de pathologies qui sont évaluées par des essais cliniques randomisés. À la première place, revenant à la rhumatologie, en sachant que la rhumatologie, l'essentiel des évaluations porte sur la pathologie mécanique, notamment sur l'arthrose et l'arthrose du genou, avec 28 essais cliniques randomisés, ce qui est considérable. Et puis également la lombalgie chronique, quelques essais, également un nombre non négligeable d'essais sur la polyarthrite rhumatoïde ou sur la fibromyalgie. Alors l'exemple type de l'indication évaluée, c'est bien évalué, c'est la gonarthrose. Sachant qu'on a des travaux de recherche expérimentale sur l'effet de l'eau minérale sur le cartilage in vitro et chez l'animal, comme on a vu tout à l'heure. C'est l'indication thermale la mieux évaluée par les essais cliniques randomisés, avec 28 essais cliniques randomisés. Il existe même une évaluation médico-économique avec un essai randomisé et 2 méta-analyses d'essais cliniques randomisés, l'une sur les effets des bains d'eau thermale et l'autre sur l'effet de la boue thermale. Et de ce fait, le thermalisme la thérapeutique thermale a pu être référencée dans les recommandations internationales de pratique clinique de l'ORC, l'organisation de recherche rhumatologique internationale. Alors, je vous citerai simplement une diapo sur cet essai qui est très important. Alors ça, c'est une base scientifique très importante que vous connaissez bien, c'est l'essai Thermarthrose, qui était une cure thermale et on comparait l'effet d'une cure thermale associée à un livret d'exercice qu'on remettait aux patients versus la simple délivrance de ce livret d'exercice. C'est une étude qui a été publiée dans la plus grande revue anglo-saxonne de rhumatologie, qui est Annals of Rheumatic Disease, qui a le plus fort impact facteur. Et cet essai qui était considérable, qui était financé par la FRET, a inclus 462 patients. C'est tout à fait considérable. C'est un essai multicentrique mené ici à Ballaruc, mais également à Dax et Aix-les-Bains. Les résultats montrent que le groupe qui recevait la cure thermale, l'intervention thermale plus le livret d'exercice, avait une amélioration significativement plus importante que le groupe qui n'avait pas la cure thermale, qui n'avait que le versus livret d'exercice, pour la douleur
et le handicap. Donc, il existe également des méta-analyses. Il y a 2 méta-analyses dans la gonarthrose. Une qui concerne les essais cliniques évaluant l'effet de l'eau thermale, qui a regroupé 8 essais thermaux, qui a été publié en 2017, et dont les conclusions sont que le traitement à base d'eau thermale, les traitements à base d'eau thermale améliorent la douleur, la raideur articulaire et le handicap. Une autre méta-analyse a été faite sur les essais évaluant l'effet clinique de la boue thermale, une méta-analyse qui a été publiée un peu plus tôt, en 2013, et dont les résultats, les conclusions sont que la boue thermale améliore la douleur chronique. Et du coup, effectivement, le thermalisme apparaît dans les recommandations de l'ORC, dans l'Osteoarthritis Research Society International, de 2014, dans le cadre de la prise en charge non chirurgicale de la gonarthrose, et l'intitulé est la balnéothérapie. La balnéothérapie veut dire, chez les anglo-saxons, cure thermale, est considérée comme un traitement approprié pour la prise en charge de l'arthrose multiple chez les patients ayant des comorbidités du fait de la pauvreté des traitements alternatifs pour ces patients. Donc vous voyez que toute cette recherche permet effectivement de mettre en valeur le thermalisme et de lui donner les éléments de preuve qui permettent de mieux le placer parmi les autres thérapeutiques. Enfin, le thermalisme est une médecine scientifique dont les sociétés savantes diffusent le savoir. Il y a une société internationale qui est l'International Society of Medical Hydrology, l'ISMH, et en France, la Société française de médecine thermale et de climatologie. Si on lit bien l'intitulé, la climatologie est toujours là. C'était initialement la Société française d'hydrologie et de climatologie, qui a été fondée en 1853, et cette société a changé de nom en 2012 pour qu'apparaisse plus le nom de médecine thermale, mais c'est la Société française de médecine thermale, d'hydrologie et de climatologie. Donc la Société française de médecine thermale s'intéresse toujours à la climatologie. Ses objectifs, c'est la recherche, la diffusion du savoir et le soutien à l'enseignement. Elle publie une revue annuellement, qui est la presse thermale et climatique, et organise des réunions scientifiques, une nationale à Paris au mois de janvier, au moment des thermalies, et plusieurs réunions en région, quand cela est possible. Et puis, un petit mot sur la formation à la médecine thermale. C'est donc la médecine thermale, une médecine scientifique et qui est également enseignée avec 3 types de formation. À la prescription d'une cure thermale pour tous dans le 2e cycle et de façon adaptée dans les filières de spécialisation du 3e cycle. Elle comprend également la formation des médecins à l'exercice de la médecine thermale avec la capacité d'hydrologie et de climatologie médicale et le diplôme interuniversitaire de pratique médicale en station thermale. Et également, ce qui serait effectivement très intéressant, c'est développer la formation continue par l'intermédiaire du développement professionnel continu, le DPC, et cette formation concernant les médecins thermaux et les médecins prescripteurs. Alors pour conclure, la médecine thermale est une médecine scientifique qui repose sur des bases scientifiques sans cesse élargies par une recherche dynamique. Mais la médecine thermale n'est pas seulement une médecine scientifique. Comme toute médecine, elle est un art basé sur un savoir scientifique. J'ai commencé par le professeur Hérisson et je finis par Platon. Voilà. Vous voyez sur ces images le thermalisme et les pathologies du pied et de la cheville. Pourquoi avoir choisi un tel sujet qui nous passionne mais en même temps, ça a passionné la médecine et l'humanité depuis toujours. Finalement, le pied est presque le propre de l'homme. C'est un peu et de la marche. On s'est mis debout, on a marché. Et vous savez, actuellement, on marche. Notre président de la République est en marche. Donc, nous sommes tous donc un peu à la fois tributaires sur le plan du pied, sur les représentations qu'on en a, sur le plan, par exemple, de la santé du pied, de la beauté du pied. Comment on protège notre pied ou comment on le massacre, parfois même médicalement. Et donc, c'est un peu un thème de réflexion générale que j'essaye de vous proposer. On va avancer sur quelques images que vous voyez ici, c'était les Grecs et les Romains. Et puis, vous savez, la danse, eh bien, vous voyez comment on traite ou on maltraite le pied de nos danseurs. Ils nous portent, ils nous déplacent, ils nous parlent, ils nous expriment, ils nous séduisent et souvent ils nous plaisent. Et vous allez voir que ça a des répercussions très importantes sur le plan de la sexualité, etc. On y va, on continue. Eh bien, vous voyez quelle est la place du pied ici avec Andrea del Sarto et Léonard de Vinci. Vous voyez, la beauté du pied était quelque chose d'essentiel dans la sculpture et dans la peinture.
Et on a montré, on a idéalisé la force de cet organe humain. C'est très important donc de se dire que c'est la majesté qui est ici représentée. On avance, et vous vous souvenez peut-être de l'avancée de notre nouveau président de la République au Louvre. On voyait bien son pied comme ça qui avançait dans la cour carrée du Louvre. Hein. Et c'était très important, c'était sa majesté qui l'a mené par sa marche et sa démarche. Et donc c'était très important. Ici, c'est la peinture, et vous voyez ici, c'est la représentation d'un pied idéal par Goya. Hein, la joliesse du pied de cette femme qui est la Mahat Desnuda, une idée de la sensualité et de la grâce qui est apportée par cette image, vous voyez ici représentée très fine, de l'élégance et de la sensualité. Suivante. Et puis après, il y a des variations dans c'est quoi l'idéal. Vous voyez ici, c'est Botero qui lui a un pied énorme. Hein, on trouve que c'est beau, aussi bien que la représentation de la sculpture grecque, où c'était aussi, mais très différent. Donc on change, les mentalités changent, et la perception que l'on a des choses évolue au travers du temps et de la culture. Ici, c'est Rodin qui nous a fait un pied, vous voyez, avec ses fractures. C'était pour montrer à la fois la puissance et la fragilité. Et donc l'usure et le temps et le pied dont parlera Claude Jandel, le pied du vieillissement des personnes âgées, eh bien, peut-être il va nous en parler. C'est des formations qui arrivent avec l'usage, avec les chaussures, etc. Et donc, c'est intéressant de se faire ces représentations. Et puis, vous savez, et les médecins du sport nous en parleront, et peut-être François Canovas aussi nous parlera de l'usage qu'on fait maintenant de ce sport mondial qui est le football, hein, le foot, hein, le pied avec la balle. Et donc, c'est la prouesse, l'habileté, la puissance, mais en même temps la fragilité. Ces chaussures qui évoluent avec le temps. On en reparlera probablement l'année prochaine ici sur la place du chausson dans les pratiques sportives. On continue. Là, c'est mon image. Ça continue d'avancer. Vous avancez, voilà. La danse, bien sûr. Et là aussi, il suffit de voir dans les écoles de danse ce que souffrent les petites ballerines pour arriver à ces prouesses, des pointes sur ces chaussures bien particulières des ballerines. On avance aussi, allez-y, je n'ai pas la télécommande. Et puis, dans certaines cultures, on n'a pas hésité, les Chinois, à maltraiter les pieds, à les forcer à ne pas grandir, avec des chaussures qui vont être extrêmement contraignantes depuis la petite enfance, pour que le pied soit mignon, soit le plus adapté à une conception culturelle de c'est quoi le pied chez les Chinois, pourquoi c'est beau d'avoir un pied complètement petit et contraint. Et on va voir ce que doivent souffrir ces jeunes et puis ensuite ces personnes qui ont subi ce type de traitement. Donc on maltraite nos pieds dans certaines cultures. Et puis juste un petit mot pour vous faire réfléchir aussi. Et ça, c'est les psychanalystes qui ont travaillé sur ces sujets. Tout le monde connaît probablement l'interprétation des contes pour enfants, supposés pour enfants, par Bruno Bettelheim, qui a travaillé par exemple sur Cendrillon. Pourquoi ? C'est quoi cette chaussure en verre extraordinaire dont Cendrillon est la seule à pouvoir se chausser ? Et moyennant quoi, elle aura droit au prince. Et donc, c'est la représentation même de la sexualité. Bettelheim. Hein, et donc, l'endroit idéal où seul l'amour va se construire sur la pénétration du pied et de la chaussure. Ouais. Continue. Je ne suis pas psychanalyste, mais j'ai lu ça et j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, le pied a aussi conduit nos physiologistes depuis Marais à travailler sur, et c'était le début du cinéma, sur la représentation de la marche et donc l'analyse de la marche et des images successives et du nombre d'images qu'il fallait pour recréer le mouvement et donc créer le cinéma. Marais, un des grands physiologistes. Et puis évidemment, on ne peut pas oublier que même certains hommes politiques
se sont occupés de faire de la réflexologie plantaire. Ils sont allés un peu en prison d'ailleurs, ça d'ailleurs. Peut-être pas complètement, mais enfin il a été très sérieusement... Vous voyez de qui je parle, hein, probablement. Je ne citerai pas de nom. Mais vous voyez, ici c'est la médecine chinoise, l'acupuncture et aussi la réflexologie plantaire. On ne peut pas, pour certains, dans nos conceptions, imaginer que les représentations de l'ensemble du corps humain se retrouvent au niveau de la face plantaire du pied et qu'on peut traiter un grand nombre de pathologies grâce à ce savoir sur la science du pied, hein, dont nous parlerons peut-être avec Bono, peut-être qu'il va nous parler de ça tout à l'heure, je ne sais pas. Voilà, on continue. Et puis, vous voyez, l'acupuncture, c'est comment on traite avec une idée de la représentation corporelle au travers de nos pieds. Et ça, on passe donc dans les représentations médicales du pied. Et je vais aborder un tout petit peu plus les thèmes de notre conférence d'aujourd'hui. Oui, parce que là, ça conduit à une... je reprends Cendrillon. Pourquoi ? Parce que Cendrillon, c'est aujourd'hui... vous connaissez tous les chaussures Louboutin et les hauts talons que tout le monde porte. Peut-être certaines de nos femmes ici aujourd'hui ont ce type de talons. Vous voyez, 12 ou 15 cm de talons, un pied comme ça, une voûte plantaire complètement... qui doit subir ce type de mouvement et de déformation. Il faut pouvoir le tolérer et accepter ce genre de chaussures. Ça conduit aux États-Unis, en particulier en Californie, à l'apparition d'une nouvelle discipline chirurgicale qu'on appelle la Cinderella Procedure. Un chirurgien californien qui s'appelle Alice Adrier propose, et il a de plus en plus de succès, une grosse clientèle qui se développe à New York sur la correction du pied volontaire pour que les clientes puissent porter les chaussures qu'elles souhaitent, les Louboutins. Vous allez voir quelques images, c'est impressionnant, allez-y. Je pensais que c'était... Parce que là, c'est véritable. On passe, vous voyez, la Cinderella, et ça intéresse les grandes revues de mode, Grazia, etc., grand public, et la nouvelle tendance en chirurgie esthétique. Donc on est encore dans la médecine, mais dans l'idée que la médecine suit un certain nombre de modes et de représentations et d'exigences que les patients peuvent avoir par rapport à leurs pieds. Allez-y, on continue. Voyez, quelle est la place du pied dans... ici, une idée de l'exigence des modes. On avance, il y a quelques commentaires. Voilà le fameux Louboutin, que vous connaissez peut-être, et il dit bien « belle de la tête aux pieds ». Et donc, on crée des concepts et des représentations mentales fortes chez nos patientes pour qu'elles puissent entrer dans cette mode-là. On avance. Et voilà, et vous voyez, on comprend bien que quelle va être l'adaptation de la voûte plantaire et de l'architecture osseuse à ce type de chaussures. Donc on fait des scanners, etc. Et on évalue ces Cinderella Procedure. Vous voyez, c'est inesthétique de faire apparaître son métatarsien. Et donc il va falloir le raboter. Et on va, mettre le pied dans une position où l'esthétique sera donc valorisée. On avance. Voilà. Et puis, on voit bien que, et c'est dans Sex in City 2, on voit beaucoup ce genre de préoccupation où les femmes, les artistes, etc., se mettent à réfléchir et à exiger de leurs chirurgiens esthétiques et orthopédistes des choses qui peuvent paraître complètement folles. On avance. La loop job fait fureur aux États-Unis. Et ça, c'est quoi ? C'est l'idée que, finalement, on a l'acide hyaluronique qui permet peut-être de créer des coussins de confort, parce que quand on a son pied dans cette chaussure-là, eh bien, c'est très inconfortable et on va se créer des coussins en collagène, en faux collagène, en acide hyaluronique. On va gonfler le talon du pied et on va créer donc une facilité pour... alors, c'est peut-être... Vous voyez, est-ce que la médecine doit marcher dans ce genre de choses, avancer. Quel point c'est éthique d'entrer dans ce type d'acceptation, de faire de la médecine de ce type ? Eh bien, voilà, il faut le savoir. Et je pensais que ça vous apporterait une curiosité par rapport à ces évolutions, voilà. Et vous voyez, les injections d'acide hyaluronique en plein essor outre-Manche. Et ça coûte environ, l'injection coûte $400.
Et donc, c'est peut-être pas très cher, ça pourrait être 4 000. Et combien coûtent les chaussures? Et alors, quand elles sont avec du platine, etc., ça peut aller jusqu'à 10 000 $. Hein, ça arrive que les chaussures coûtent très très cher. Elles sont avec des matériaux qui vont conduire. Et vous voyez, le pied est entré dans les réseaux sociaux. Ça peut aussi vous étonner. 1101pieds.fr, allez voir, ça existe. Donc j'ai pensé que vraiment on est en plein dans l'actualité aujourd'hui. Balaruc fait la une de l'actualité dans le domaine du numérique. Et on verrait d'ailleurs ce soir qu'un de nos collègues un grand spécialiste de la santé numérique viendra clore cette journée de travail. Et donc, vous voyez, ça c'est extraordinaire. On continue et je terminerai. Parce que ça a été aussi, bien sûr, on parle du pied, mais on parle de la chaussure. Et la représentation esthétique ou inesthétique du pied va traduire, par exemple, Van Gogh. Vous connaissez tous son tableau sur les godillots, les tatanes. Eh bien, ça a donné lieu à un essai philosophique sur l'être de l'étang de la tatane de Van Gogh. C'est génial d'avoir pensé faire une étude universitaire sur ce type de... parce que ça traduit finalement la société, la pauvreté, le milieu du travail, etc., des mines. Voilà, il était sensible à ça. C'est pour ça qu'il a créé ce tableau sur les tatanes. Et voilà, c'est intéressant de... Évidemment, le pied... Alors, le pied, après, là, on entre dans mon job, dans le job des chirurgiens vasculaires et des diabétologues. Et vous voyez, ici, c'est une fenêtre... Le pied est une fenêtre clinique sur bien des pathologies. Et avec Isabelle Quéré, on en reparlera, parce que quand le pied gonfle, quand le pied change, eh bien, ça traduit quoi? C'est la lymphe, c'est la circulation veineuse, c'est autre chose. C'est des pathologies, lesquelles? Et là, on revoit la prééminence de la clinique à partir du pied. On avance. Et vous voyez, ici, c'est le pied de notre spécialité, des pieds variqueux. Et il y a de la chirurgie des veines du pied, il y a des traitements qu'on applique pour traiter ce genre d'évolution de la maladie veineuse. On avance. Et vous voyez, ici, on est passé d'Hippocrate, qui disait qu'il ne fallait surtout pas toucher à ces varices, parce qu'à l'époque, c'était une catastrophe. Il avait, lui, imaginé, et ça reste d'actualité, la compression. Les bandages. Et les bandages, là, c'est les bandages des momies égyptiennes, mais c'était probablement le même type de bandage qu'il utilisait pour soigner les patients au temps d'Hippocrate. Et ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait de la sclérothérapie à la mousse dans les varices du pied, foam sclerotherapy, n'est-ce pas? Et on continue et on avance sur ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire la variété des pathologies que nous avons à traiter pour nos patients, en se méfiant un petit peu des représentations, des exigences esthétiques que peuvent avoir nos patients par rapport à l'esthétique de leurs pieds. Je vous remercie. Je n'ai pas prévu de diapositive parce que j'ai pensé qu'il y en aurait déjà un certain nombre. Et puis j'ai été bien inspiré parce que je me suis dit, dans cette introduction, je vais peut-être parler de la symbolique du pied. Mais je me suis dit aussi, sans doute quelqu'un en parlera. C'était le cas, et donc j'ai été très bien inspiré. Alors, je voudrais finalement vous dire quelques mots liés au vécu, puisque si j'ai l'honneur de coordonner, de présider, c'est aussi parce que cette journée est à la convergence de deux démarches que j'ai développées au cours de ma carrière, à la fois autour du thermalisme et de la podologie. Alors, ces deux domaines assez particuliers, et je vous dirais qu'arrivant aujourd'hui au bout d'une carrière universitaire, je fais le point et je me rappelle que c'est qu'il y a près de 40 ans que j'ai été amené à toucher du doigt ces deux disciplines. Et ce, tout à fait par hasard. C'était dans les années 80, j'étais étudiant hospitalier et dans le cours de mes études, j'ai été amené à aller dans un service de médecine interne, médecine militaire, et j'entendais parler des professeurs Baird, du docteur Loubatière,
Et j'ai appris qu'il s'occupait d'enseignement de médecine thermale. À l'époque, hydrologie et climatologie médicale. Et ils m'ont convaincu de découvrir cette discipline. Et j'y ai été volontiers, notamment par la dimension climatologique. Et il s'est trouvé que, hasard de la vie, le docteur Loubatière a dû, pour des raisons personnelles, se retirer des enseignements. Et comme j'étais à la fois jeune étudiant, jeune interne, on m'a tout naturellement désigné pour poursuivre cet enseignement. Et donc, vous voyez, je suis tombé dans l'eau dès pratiquement le tout début de mes études. Et finalement, tout au long de la carrière, j'aurais eu cette continuité avec cette discipline. Et je dirais que l'autre point, qui est la podologie, c'est aussi le hasard, puisque si je m'intéresse au thermalisme, ma discipline principale, c'est l'appareil locomoteur. J'ai commencé par la rhumatologie, puis la médecine physique. Et quand je suis arrivé dans le service de mon maître Lucien Simon, qui a porté sur Montpellier la rhumatologie et la médecine physique, il m'a très rapidement dit, il faut t'intéresser à la rééducation et il faut t'intéresser à la podologie, qui était portée à Montpellier par un médecin hospitalier qui était le docteur Joseph Clostre. Je ne connaissais pas du tout la podologie, parce qu'elle était très peu enseignée dans les études. Et finalement, j'ai découvert aussi la podologie très précocement. Et je dirais que c'est assez amusant, alors que j'ai été amené à maintenir, et je reviendrai à travers divers diplômes, ces deux disciplines au cours de ma carrière, de voir aujourd'hui, ici à Balaruc, la convergence un petit peu de tout ce qui m'a marqué au cours de ma vie universitaire. Alors, tout d'abord, je voudrais dire quelques mots sur la dimension médecine thermale, hydrologie. Le docteur Alain Françon, qui préside aujourd'hui la société, vous l'a présenté. C'est la plus vieille société savante française. Elle a été créée en 1853, ça a été une des plus vieilles. Elle a évolué depuis. Elle a changé de nom il y a quelques années, où elle a été effectivement qualifiée de société de médecine thermale pour coller à un exercice médical. Mais, je rassure, nous avons, et j'ai été un de ceux qui a plaidé, maintenu à côté médecine thermale, hydrologie et climatologie, parce que la dimension environnementale, il y en a encore un exemple ici, est essentielle. Alors, cette médecine thermale, aujourd'hui, est confrontée à un certain nombre de préoccupations. Et finalement, ça a déjà été abordé, il y a une dimension de soins, de formation et de recherche. Juste deux mots, tout d'abord, concernant la dimension soins, qui est quelle est la place de la médecine thermale aujourd'hui en thérapeutique. Et finalement, et je le dis surtout pour ceux qui ne sont peut-être pas familiarisés au quotidien avec la médecine thermale, c'est un domaine qui a profondément évolué. Parce qu'on est passé d'une médecine thermale que j'ai connue il y a 30 ans ou 40 ans, où ceux qui me l'ont enseigné défendaient le médicament thermal et allaient jusqu'à prôner directement, c'est une médecine qui guérit au même titre qu'un médicament. Et on a profondément évolué. Et j'étais d'ailleurs un ardent défenseur de cette évolution, pour passer du cadre de la médecine thermale, médecine médicamenteuse thermale, à la créneau-réadaptation. C'est-à-dire profiter de ce moment qui est les 3 semaines de cure, pour en faire un moment privilégié, pour faire passer toute une série de messages de santé, d'éducation, de prévention, d'éducation thérapeutique. Et finalement, on est passé d'un domaine où on voulait aller jusqu'à démontrer qu'on guérissait, ce qui était peut-être extrêmement ambitieux, même s'il y a bien sûr des améliorations. Déjà, démontrer que l'on soulage et que l'on aide aussi à mieux vivre le patient et l'aider aussi à mieux l'habituer à se prendre en charge. Le deuxième point, c'est le problème de l'enseignement. Alors, je profite de la présence de notre doyen pour en parler 2 minutes. Alain l'a rappelé, la caractéristique du thermalisme français, c'est sa médicalisation. Les cures doivent être prescrites par le médecin traitant, en général le médecin référent, et quand le patient arrive dans la station, c'est le médecin thermal qui a sa qualification de médecin thermal qui doit le suivre.
Donc prescrite par un médecin, suivie par un médecin et s'adressant à des patients ayant une pathologie chronique. Donc à partir de là, et qui plus est, des soins qui rentrent dans le remboursement de l'assurance maladie. À partir de là, nous avons un devoir de formation. Devoir de formation à la fois pour tout médecin qui peut être amené à prescrire des cures, d'où la nécessité, et nous nous y sommes attachés, de maintenir un minimum d'enseignement dans le cursus du 2e cycle des études médicales, d'où la nécessité de faire passer des messages dans toutes les formations des disciplines de 3e cycle où on peut être confronté à discuter l'intérêt d'une cure thermale, rhumatologie, phlébologie, etc. Et bien sûr, problématique majeure, la formation des médecins thermaux. Aujourd'hui, il y a 500 à 600 médecins thermaux. Cette formation des médecins thermaux relève d'une formation minimale qui a été d'abord une attestation, qui est passée par la capacité, mais qui a connu une grande crise de formation. Puisqu'actuellement, nous sommes passés, il y a quelques années, nous étions les 4 facultés qui font encore cet enseignement, c'est-à-dire Nancy, Grenoble, Toulouse et Montpellier, alors qu'il y a 15 ans, il y en avait le double. Les 4 facultés ne formaient que 5 à 7 médecins par an, alors que le besoin est de l'ordre d'une quarantaine, vu le turnover. Et c'est pour ça qu'en dehors de la capacité, qui dure 2 ans, on a prôné la mise en place d'un DU beaucoup plus simple, mais qui donne le minimum de formation et qu'on a intitulé « de pratique médicale en station thermale ». Et finalement, cette dynamique a permis de relancer la formation. Je le dis parce que c'est une réalité. Et actuellement, dans le cadre de cette année, nous avons pour les 4 facultés, en coordination nationale, puisque nous pilotons ensemble la formation, nous avons actuellement près d'une 60aine de médecins qui sont en formation. Donc on est passé pratiquement de 7 à 8 à 60 en 4 ou 5 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que le DU qui se fait sur 1 an n'a pas du tout annulé la dynamique de la capacité, puisque ceux qui veulent se destiner pleinement et entièrement à la médecine thermale font souvent la capacité, plus que le DU, qui s'adresse à des très jeunes, à des médecins aussi qui se reconvertissent, et ils sont nombreux, à un certain âge, vers le thermalisme. Mais ce besoin d'enseignement est essentiel. Alors on a parlé aussi de formation continue, c'est vrai, et pour arriver à aller plus loin, parce que là où nous sommes inquiets, c'est que nous sommes 4 enseignants, 4 facultés, 4 enseignants qui atteignions tous un cap de carrière avancé, et on se préoccupe de la suite. Et pour la suite, on a individualisé, à côté de la société française, un collège des enseignants universitaires, qui associe, puisqu'on n'est pas professeur de médecine thermale, on est tous professeurs d'autres choses et on fait la médecine thermale en plus. Et l'idée, ça a été d'associer dans une communauté de collèges les enseignants qui font la capacité, mais aussi tous ceux qui sont d'autres disciplines et qui veulent bien contribuer au thermalisme, ainsi que les médecins thermaux, parce que j'insiste sur le fait que la médecine thermale, ça se fait sur le terrain, sur place, dans les stations. Il est important de voir et de toucher du doigt. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur le thermalisme. Alors sur l'autre aspect, et on en a déjà largement parlé, qui est le pied. Alors le pied au carrefour des pathologies. Alors c'est vrai que le pied, je ne vais pas revenir sur la symbolique, mais quand Joseph Claustre, je reviens m'en parler, il me disait « c'est le mal-aimé, on donne la main, on montre la main, le pied, on ne le voit pas, on le cache au fond de la chaussure ». Il n'est pas connu, peu importe s'il n'était pas connu, mais il est aussi parfois très méconnu sur le plan de ses pathologies. La faculté et l'université de Montpellier s'est beaucoup investie. Elle s'est investie à travers, là aussi, l'université et la mise en place d'un DU, de médecine et chirurgie du pied et podologie, qui a un des plus vieux DU, il a une 30aine ou 40aine d'années, qui a été initié par Lucien Simon et Joseph Claustre, et que nous pérennisons aujourd'hui avec Patrick Aboukra, qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Et parallèlement à la dynamique universitaire, qui s'est située aussi avec la pérennisation de journées nationales de podologie, que l'on organise, là aussi depuis une 30aine d'années,
avec Joseph Claustre puis Patrick Abocra, et qui sont référentes et qui sont chaque année autour d'une thématique. Nous avons toujours voulu aussi maintenir le versant hospitalier, le versant clinique, avec, au sein du pôle os et articulation, cette unité de médecine et chirurgie du pied, qui nous paraît essentielle, car c'est une surspécialisation et surtout un lieu de convergence, de discussion avec le podologue pédicure, avec l'appareilleur, avec le chirurgien. Cette vision pluridisciplinaire de la podologie est quelque chose d'extrêmement important et utile. Il y a quelque chose qu'on avait eu en idée et qu'on n'a pas été jusqu'au bout, et je le dis aussi, c'est qu'aujourd'hui, alors que l'on parle beaucoup de l'universitarisation des diverses professions de santé, kinésithérapie, ergothérapie, bien, il y a une profession qui n'est pas représentée directement sur Montpellier, qui est la pédicurie-podologie. C'est une profession de rééducation et la réflexion doit être menée pour l'avenir. Voilà, je le dis, il y a quelque chose à faire que ceux qui ont mis en place la podologie montpelliéraine avaient évoqué, et je crois que l'avenir devrait permettre peut-être d'amener la réflexion. Alors le pied, je ne vais pas revenir en détail, le pied c'est quelque chose de méconnu, mais c'est quelque chose de compliqué. Dominique Bonneau, qui nous fait l'amitié aussi d'être ici, avec sa vision anatomiste, va reprendre toutes les données, mais le pied c'est quelque chose de complexe. Il y a énormément de structures osseuses, articulaires, et ce qui est important, c'est de le voir dans sa globalité, avec à la fois la partie neurogène, la partie vasculaire, la peau, les aponevroses, le tissu sous-cutané. Et puis surtout, c'est de rappeler l'importance de sa fonction en marche, certes, la locomotion, la posture, l'équilibre, mais aussi les interférences avec, par exemple, la fonction circulatoire. On dit souvent, si on a bon pied, il y a un bon retour veineux et l'un joue vers l'autre et vice-versa. C'est extrêmement important. Et ce pied, finalement, il est globalement méconnu et pourtant, il est à l'objet d'une richesse pathologique extrêmement importante. Et dans les pathologies du pied, et je dis ça un petit peu de façon introductive à la journée, il y a deux versants. Soit on est en présence d'une pathologie générale, la polyarthrite rhumatoïde, l'hémiplégique, l'artériopathie, le diabète, et le pied va en être une localisation. Il va être le reflet, souvent, de l'évolution de la pathologie générale, mais l'atteinte du pied est très importante parce qu'elle va aussi jouer sur le pronostic de cette pathologie générale. Donc le pied, reflet des grandes pathologies. Et puis il y a l'autre versant. L'autre versant, c'est le pied, problème local. Et ils sont nombreux, souvent méconnus aussi. Alors ça commence par les pieds plats, les pieds creux, les hallux valgus, les hallux rigidus, et encore de nombreuses pathologies qui souvent passent inaperçues. Parfois aussi, d'ailleurs, c'est pas toujours facile de savoir la limite entre le pathologique et le pas tout à fait pathologique. Mais la réalité, c'est qu'il y a souvent intrication parfois aussi entre une pathologie générale, un problème podologique proprement dit, l'un jouant sur l'autre. D'où le versant thérapeutique qui va aborder ce double aspect. Le premier point, c'est que s'il y a une pathologie générale, mieux la pathologie générale sera équilibrée, plus on aura amélioré le problème local. Mais, et c'est surtout cela l'art podologique, c'est d'agir localement. Avec d'abord, bien sûr, un bon bilan, un bon examen clinique. Il ne faut pas oublier d'examiner le pied, les pieds, de les quantifier. Et il y a tout un arsenal pour agir localement. Les infiltrations, les soins podopédicuriques, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'intérêt des orthèses plantaires, que certains appellent aussi semelles orthopédiques, le chaussage sur mesure. Et puis, cela peut aller jusqu'à la chirurgie spécialisée. Et lorsqu'on parle de chirurgie orthopédique spécialisée, on pense souvent à la chirurgie de la main. Mais en réalité, la chirurgie du pied, elle est tout aussi spécialisée. Et je peux vous dire qu'il faut être très sélectif avant de confier son pied à un chirurgien. Il faut avoir quelqu'un de très référent, c'est très important, car des échecs, et on en voit malheureusement de temps en temps de chirurgie au niveau du pied, c'est des catastrophes sur le plan de la vie de tous les jours. D'où l'intérêt d'une approche multidisciplinaire.
D'où l'intérêt de ce qu'on a porté, qui a été la podologie médico-chirurgicale, qui est finalement une sorte de surspécialité. Ça pourrait presque être une FST à la croisée de diverses disciplines. Alors, quels sont les liens? Et je fais le regard croisé avec le thermalisme. Alors, le thermalisme, aujourd'hui, j'ai dit qu'il a beaucoup évolué. On est passé plutôt vers la créno-réadaptation. Et vous savez aussi que chaque station thermale se voit reconnaître par l'assurance maladie une ou plusieurs orientations thérapeutiques. Il y en a 12 au total, mais en réalité, il y en a une qui domine très largement, qui est aujourd'hui la rhumatologie, qui représente les 3/4 des curistes, des indications de cure. Et il y en a une deuxième qui a une place extrêmement importante, de plus en plus, qui est la partie vasculaire phlébologique. D'où, d'ailleurs, beaucoup de stations qui ont ce qu'on appelle la double orientation, c'est-à-dire développer des soins pour les deux types de patients dans un sens synergique. Et là, finalement, vous comprenez tout l'intérêt d'avoir mis le pied au cœur de ces journées de médecine thermale, puisque finalement, aujourd'hui, la dimension orientation rhumatologique ou orientation phlébologique sont des orientations majeures et que le pied est réellement au cœur de cette problématique. Alors, il y a deux dimensions que je voudrais rajouter, qui est la dimension gériatrique, et je le dis d'autant plus qu'on a l'honneur de la présence de notre ami Claude Jandel, et la dimension aussi, ça a été évoqué pour les journées de l'année prochaine, de médecine du sport. Ce sont deux dimensions transversales. On est dans des disciplines qui ne sont pas des disciplines d'organes, mais qui sont là aussi à la croisée du thermalisme, et je tenais à le souligner. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je suis vraiment très heureux de coordonner et d'ouvrir ces journées. Nous sommes très honorés, notamment de la présence de notre doyen Michel Mondin, et je tiens à remercier tous les conférenciers, tous ceux qui, tout au long de cette journée, vont vous amener à découvrir plus en détail la podologie, le thermalisme et les liens entre les deux. Merci et bonne journée de travail.